Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. On est dans l'enceinte de l'école de neurotraining, c'est là où on donne les cours. Et puis, je vais donc faire début de présentation du neurotraining. Et puis ce soir, chaque enseignant va présenter sa partie. Donc, c'est bon ? On a un temps de parole comme dans les élections, donc ils ont tous 5 à 10 minutes pour parler, et puis moi je vais parler un petit peu plus longtemps, parce que comme je suis le bailleur, je vais avoir un temps de parole de 15 ans. Marie-Hélène va vous parler de la libération émotionnelle, donc chacun va vous parler de son domaine. Laurie va vous parler de tout ce qui concerne la nutrition, l'équilibre acido-basique. Céline va vous parler de tout ce qui est projet sens, le décodage biologique, les lettres hébraïques, le conditionnement, tout ce qui est au tableau là-bas. Mélanie va vous parler des comportements compulsifs, tout ce qui est addiction, tout ce qui est obsession, elle vous en parlera de tout ça, du triangle carpal. Franck va vous parler de tout ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, donc ce qui crée une résistance, et qu'on va pouvoir libérer grâce à l'hypnose, donc Franck est très fort là-dedans. Laurent va vous parler de tout ce qui est physique, comment une personne doit être alignée dans sa vie et les répercussions physiques que ça peut avoir si c'est pas aligné. Bonjour. Il y a une manifestation. C'est bon. Et puis je vais vous parler et Daniel qui va vérifier que tout ce qu'on raconte est vrai. Et puis moi je vais vous parler d'énergie, je vais vous parler de relationnel. Donc vous voyez qu'il y a une parité homme-femme dans cette école. Il y a 4 femmes et 4 hommes. On va parler d'énergie. Au tableau vous avez le plan de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'énergie, c'est comme la lumière. La lumière, quand vous avez une pièce sombre, et bien dès que vous ouvrez la porte, la lumière rentre. Et l'énergie fait pareil. L'énergie, elle circule que dans un seul sens. Donc ce sens, vous l'avez au niveau de ce tableau. On va parler des 5 éléments. Les 5 éléments qui sont représentés ici. Ces 5 éléments sont en relation avec des cycles qu'on va appeler des cycles d'alimentation. Ça veut dire que chaque élément alimente celui d'après. L'eau va arroser le bois va nourrir le feu va nourrir la terre, les minerais et l'eau. L'eau va éteindre le feu va faire fondre le métal va couper le bois retient la terre retient l'eau. Et bien ce cycle, il doit être constant. Tout le temps, nous devons respecter ce cycle-là. Et quand il va y avoir des problématiques au niveau de l'énergie, il va falloir qu'on aille trouver pourquoi ces cycles ne sont pas respectés. Et si une personne... Alors, autre chose, on va parler du yin et du yang. Vous voyez qu'il y a des méridiens. Donc dans ces méridiens, il y a de l'énergie qui coule. Il y a des méridiens yin qui fonctionnent entre eux et des méridiens yang qui fonctionnent entre eux. Yang, c'est l'extérieur, yin, c'est l'intérieur. Dans notre corps, c'est pareil. Les méridiens yang seront à l'extérieur du corps, les méridiens yin seront à l'intérieur du corps. Donc on va retrouver cette similitude ici. Cette similitude fait que quand on va avoir une problématique de rein, par exemple, si on a une problématique de rein, c'est que quelque part l'énergie n'a pas pu continuer vers le foie. Et on va aller chercher qu'est-ce qui fait obstacle à ça. Pourquoi cette alimentation, pourquoi cette circulation d'énergie ne se fait pas. Et ça va être ça notre travail dans le neurotraining, de voir où sont les obstacles à la circulation d'énergie dans nous et dans notre relationnel. On ne va jamais diviser les deux. On va avoir un travail vertical
Ce travail vertical va être conditionné par tout ce qui nous a précédé. Donc, j'essaye de ne pas empiéter sur le laïus de chacun. Céline vous parlait du conditionnement tout à l'heure. Donc ce conditionnement, il y a les ancêtres, il y a le projet sens qu'on voulait pour nous. Est-ce qu'on voulait un garçon, est-ce qu'on voulait une fille, est-ce qu'on nous désirait, est-ce qu'on ne nous désirait pas, le prénom, la grossesse difficile ou pas. Si elle est difficile, il y a des hormones de stress, donc on va passer notre vie à rechercher des hormones de stress. La naissance, en fonction de la naissance, comment nous naissons, ça va nous teinter comment nous allons vivre. Est-ce qu'on a fait demi-tour à la naissance, qu'on est reparti, parce que l'extérieur est dangereux? Est-ce qu'il y avait un cordon autour du cou? On va aborder tous ces domaines-là dans le neurotraining, parce que ce conditionnement, ce que vous avez vécu, les stress de séparation que vous avez eus, notre cerveau, il compare constamment ce que nous vivons avec ce que nous avons vécu. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que c'est notre meilleur ami et qu'il veut nous garantir en vie l'instant d'après. Donc, si on s'en est bien sorti dans le passé, ben c'est un bon moyen de fonctionnement, même si c'est peu adapté maintenant. Donc, on va réitérer ce mode de fonctionnement qui est plus approprié. Notre boulot dans le neurotraining, c'est de dire au cerveau, ok, j'ai fonctionné comme ça, maintenant je peux fonctionner différemment. Et on va lui apprendre à fonctionner différemment. C'est pour ça qu'on appelle ça le neurotraining. On va l'entraîner, la neurologie, à fonctionner différemment. Parce qu'elle a trouvé un moyen de survie, ça lui a convenu, elle continue comme ça. Et il va y avoir tout ça dans le conditionnement. Le saboteur, les 5 émotions primaires, le neurotratrique. Céline nous en parlera. Et il y a des cours là-dessus. Il y a plusieurs cours où on va aborder tous ces domaines-là et on va libérer ces domaines pour plus que ce vertical conditionne notre horizontal. Notre horizontal, c'est notre relationnel. Et ce relationnel va révéler ce vertical. Ce vertical va influencer ce horizontal. Et à chaque fois que ce relationnel ne vous conviendra pas, on va aller chercher comment il ne vous convient pas, à travers les 5 éléments, à travers les méridiens, et on va le modifier dans le vertical pour ne plus le retrouver dans l'horizontal. Ça ne sert pas à grand-chose de corriger l'horizontal sans voir cette influence verticale. Il faut toujours qu'on lui parle les deux langages au cerveau. D'où ça vient cette histoire? Et d'où ça vient? Je le vis dans mon horizontal, je le corrige d'où ça vient, je le retrouve plus dans mon horizontal. C'est clair pour tout le monde ça? Ce horizontal et vertical, vraiment c'est la base de notre travail. On va travailler là-dessus. Vous voyez qu'au niveau du tableau, vous avez, après je reviens là-dessus, au niveau du tableau, j'essaie d'en dire un peu, après Mélanie, je ne veux pas empiéter sur ton travail non plus, mais dire aussi que par rapport à tout ce que nous vivons, nous en avons une perception de ce que nous vivons. Et tout dépend de cette perception. Si c'est une perception positive, si c'est une perception négative. Si c'est une perception positive, on a l'intelligence de trouver une solution et de nous adapter à la situation. Donc on vit la situation par choix. Si c'est une perception mauvaise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas positive, on va se retrouver dans le non-choix. Cette perception va déclencher une réaction chez nous, une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle, c'est que normalement, nous sommes faits pour exprimer nos émotions. Toutes les émotions qu'elles ont. Les émotions ne doivent pas être réprimées, elles doivent être exprimées. C'est Marie-Hélène qui nous en parlera tout à l'heure dans la libération émotionnelle. Si j'arrive à exprimer cette émotion et que j'arrive à apprendre de la situation, parce que la définition de l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, de comprendre et de m'adapter à la situation. Si je ne peux pas faire ça, je vais compenser. Et à force de compensation, je vais refouler. Refouler, c'est quoi? C'est que je réprime mon expression.
Et comme je refoule, ça part en sens inverse. En sens inverse, on n'a pas le droit. Et en fonction de l'émotion qu'on va refouler, ça va générer un symptôme. Chaque fois qu'on aura un symptôme, il faut se dire quelle est l'émotion associée à l'endroit qui fait le symptôme, qui n'a pas été exprimée mais qui a été réprimée, refoulée. Et il va falloir qu'on modifie ça, qu'on permette à la personne d'exprimer son émotion par rapport à ça. Nous allons avoir des bases de travail, et pour toute problématique, on va aller chercher le refoulement, on va aller chercher le projet sens, on va aller chercher cette notion de non-choix, on va aller chercher une notion majeure dans notre travail, qui est la notion de peur. Pourquoi les peurs? Parce que les peurs nous nourrissent d'illusions. J'en dis pas plus, Mélanie, s'il va après, toi là-dessus. Mais ces peurs vont nous couper notre intelligence. Et si j'ai peur, je me retrouve figé, donc je ne passe plus à l'action et je ne fonctionne plus. La façon dont va avoir mon cerveau de me dire que je ne fonctionne plus, c'est de me mettre une somatisation. On ne pourra pas enlever le message de la somatisation sans l'avoir compris. Ce message, il est en train de nous dire qu'on n'exprime pas qui on est. Laurent va vous parler de ça dans tout ce qui est physique après. L'idée, c'est que la personne soit alignée avec sa vraie vie. Et la manière que va avoir le cerveau de nous montrer qu'on n'est pas aligné, c'est de nous déséquilibrer à certains endroits. Alors, pas n'importe où. C'est très précis. En fait, ces émotions vont nous montrer exactement ce qui se passe. On peut les vivre de façon positive. Par exemple, la vésicule biliaire, c'est quelqu'un d'hypersensible et qui a besoin que ça soit juste. Cette personne a besoin que ce soit juste. Et si cette vésicule biliaire, elle vit mal quelque chose qui n'est pas juste pour elle, elle va se durcir par un calcul. Donc, c'est bien beau dans le calcul. Il faut dire aussi à la personne, ton hypersensibilité, là, je me fais de la bile. La bile, c'est du souci. Arrête de faire de la bile. C'est pour ça que la vésicule biliaire, il va falloir qu'on apprenne à la personne à ne plus faire du souci qui est nécessaire à la vie, à se faire de la bile, pour que ça puisse continuer sa circulation. En fait, chaque endroit a une métaphore. Une métaphore, c'est qu'on va apprendre le corps humain en métaphore. Laurent vous en parlera après. Par exemple, la vésicule biliaire, elle stocke la bile. Donc si j'ai une problématique de stockage dans ma vie, c'est la vésicule qui va réagir. L'intestin grêle, il trie le bon du pas bon. Si dans ma boîte, on m'a viré parce que je reviens trop cher, mais j'étais bon, hein, mais quelque part on a trié le bon du pas bon, ma façon de réagir par rapport à ce que je lis, comme je ne peux pas agir sur l'autre, j'agis sur moi, je me flingue l'intestin grêle. Et chaque endroit va avoir sa structure. La thyroïde, le triple réchauffeur, c'est de l'énergie, et c'est aussi du temps. Et c'est quelqu'un qui vit mal la solitude. Donc en fonction de si je vis mal cette solitude, ça va me rester en travers de la gorge, hein, la thyroïde. L'estomac, lui, il a besoin d'être compris, c'est important pour lui. Et s'il ne se sent pas reconnu et compris, il va somatiser en mettant une problématique d'estomac. Cet estomac fait que ici, je devrais éliminer les toxines, ce qui n'est pas bon pour moi, le gros intestin. Mais si je n'arrive pas à éliminer, le gros intestin va réagir. Si je me retiens, ça va me constiper. Si je lâche trop, ça va me donner de la diarrhée. Mais quelque part, c'est une problématique par rapport à ça. Trop de lâcher prise ou trop de rétention. Et la vessie va montrer des problématiques de territoire, marquage de territoire, coupable de ne pas satisfaire. Ça va être la vessie, les frontières de territoire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que le but de cette formation, c'est qu'on apprenne comment on fonctionne. Parce que si on apprend comment on fonctionne, on libère le subconscient et on lui permet de ne pas somatiser pour nous donner un message. En fait, notre conscient, c'est que 16%.
Et le subconscient, c'est 84%. Donc à chaque fois qu'on va voir quelque chose qui va réagir dans notre biologie, c'est ce conditionnement qui fait réagir dans notre biologie. Et il a fallu un déclencheur, c'est le conscient qui s'occupe du déclencheur. Notre boulot, plus on saura comment le corps doit réagir, plus on le libère. Si on ne le sait pas, on l'oblige à nous le dire à notre place. Donc le but de notre formation, c'est d'apprendre comment on fonctionne. Le foie, c'est notre usine chimique. On ne peut rien faire sans lui. Donc si je ne me vis plus indispensable dans ma vie, c'est le foie qui va réagir. Parce que le foie est indispensable. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il palpite. Mais le cœur, on va apprendre qu'il y a des diastoles, des systoles, il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. Et si dans ma vie, je ne supporte pas le vide, je vais faire des problématiques de cœur. Parce que c'est une alternance de plein et de vide. Et moi, je veux plus ce vide. Moins tu veux quelque chose, plus tu l'as. Plus tu veux quelque chose de positif, moins tu l'as. Donc c'est l'énergie qui fonctionne comme ça. Vous allez dans un souk, vous voulez absolument cet objet, et le prix ne baissera pas. Hein, parce que vous le voulez absolument. Mais cet objet, ouais, ok, c'est bien, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, tant pis, le prix baisse. Plus on veut quelque chose, plus on le repousse. Et moins on veut quelque chose, plus on l'attire. Donc ça va être cette histoire-là. Le cœur, c'est un patient qui vient me voir en me disant je viens vous voir parce que j'ai des problématiques de palpitation. Pourquoi? Parce que ça rentre moins dans sa vie. À la retraite, ça rentre moins. Mais du coup, il y a du vide. Avant, c'était plein. Maintenant, il y a du vide. Il ne le supporte pas. Boum. Il va faire du cœur par rapport à ça. Le maître cœur, c'est un méridien d'hormones. C'est un méridien d'hormones qui est sensible au rejet. C'est là où on va retrouver tous les organes de reproduction. Ces organes de reproduction, en fait, vont se montrer quand la personne, elle se met plus dans sa norme, que ce soit une femme ou un homme. Le pancréas, lui, c'est la douceur. C'est le sucre. C'est l'insuline, c'est le glucagon, c'est le sucre. Donc si dans ma vie, j'ai des problématiques de douceur, je vais montrer au niveau du pancréas. La rate, c'est les défenses. Donc si je suis tout le temps en défense, tôt ou tard, la rate, elle va sauter. Le poumon, c'est des échanges gazeux. Donc si dans ma vie, j'ai une problématique d'échange gazeux, ça va se montrer au niveau du poumon. Le poumon, il a besoin d'être fier. Et s'il se résigne parce qu'il n'est jamais fier, il va montrer du poumon. Et la pièce maîtresse du corps, c'est le rein. Le rein, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? C'est un filtre, mais c'est aussi la pièce maîtresse parce qu'en fait, il va montrer, on va le retrouver dans la grossesse, on va le retrouver dans la génétique, on va le retrouver dans les yeux. Le rein, c'est une pièce maîtresse dans le corps. Et le rein, c'est quoi? C'est un filtre. Donc si je n'arrive pas à filtrer dans ma vie, c'est le rein qui va se montrer. Donc plus je saurai comment mes organes fonctionnent, plus je les libère de ne pas somatiser si je vis quelque chose dans ma vie qui rappelle ça. Et parce que c'est de la prophylaxie, hein, parce que je sais que ça va toucher cet endroit, ça ne touche plus. Si je ne le sais pas, quand il vient nous dire. Le subconscient, c'est notre meilleur ami. Hein. Il ne fait pas ça pour mal. Il fait ça pour nous garantir en vie l'instant d'après. Okay. Mais à nous de ramener à la conscience le maximum de contenu du subconscient pour qu'on le libère, ce subconscient, et qu'on libère nos conscients. Votre conscience, c'est les choix, vos décisions. Et vous vous rendez compte qu'en fait, on choisit notre vie, on décide dans notre vie qu'à 16%. Le reste, c'est ça qui va nous conditionner. Si dans votre vie, vous avez un saboteur, ben, quoi que vous fassiez, ça va saboter, hein, et ça ne va pas marcher. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Ah, alors, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Non, tu as fait le choix qu'il fallait, mais à l'intérieur, tu as un saboteur qui te sabote. Ben, notre boulot, dans le neurotraining le plus vite possible, c'est d'enlever ce saboteur. On a des émotions primaires. Ces émotions primaires, on va passer notre vie à courir derrière. Autant les connaître, on soit pour plus derrière. Parce qu'on va choisir nos partenaires sur cette base-là, sur l'étoile à 5 branches. Autant que nos choix soient les meilleurs possibles. Ils seront les meilleurs possibles, encore une fois, si on sait ce qui se passe ici. Vous allez retrouver dans votre vie des histoires de cycles.
tous les 3 ans, tous les 6 ans, etc. Donc on apprendra dans un cours, celui-là, là, le message inconscient, on va apprendre à travailler sur nos cycles. Nos cycles, ça veut dire qu'en fait, on va avoir... Rappelez-vous le jour où vous êtes partis de chez vos parents. Vous y êtes tous? L'âge que vous aviez quand vous êtes partis de chez vos parents. Pas toi, chérie. C'est bon? Et cet âge-là, essayez de vous rappeler, par rapport à votre naissance, quel est l'âge le plus important entre votre naissance et cet âge où vous êtes parti de chez vos parents? Essayez de réfléchir à ça. Trouvez un âge. Et cet âge-là va s'additionner à l'âge que vous avez quand vous êtes parti de chez vos parents. Et vous allez retrouver cet âge-là. Donc si vous retrouvez, par exemple, vous êtes parti à 20 ans, et que votre âge c'est 5 ans, si vous retrouvez 25, eh bien en fait il va falloir débrancher ce qui s'est passé à 5 ans pour pas que ça se répète. Parce que si vous ne débranchez pas, vous ferez 20 ans, 40 ans plus 5, 60 ans plus 5, vous ferez des répétitions. C'est ça qu'on appelle les cycles. Alors c'est dommage de s'exposer à ça si on le sait. Maintenant qu'on le sait, on va chercher cet âge le plus important entre la naissance et cet âge où on est parti chez nos parents, et on le débranche. En fait, de savoir tout ça va vous libérer. Et c'est ça le but de notre travail dans le neurotraining, c'est de libérer les gens. De leur libérer quoi? La notion de choix. Et cette notion de choix, conscient, elle sera libre si on débranche ça. Alors vous allez me dire, mais on ne sait pas tout de nos ancêtres. Eh bien, ce que vous savez. Les gens vont me dire, oui, moi j'ai été adopté. Eh bien, ce que tu sais. En fait, ce qu'on sait, on va le conscientiser pour le libérer. Donc ça va être ça notre travail. On parle de yin et de yang. Et vous voyez que 1 plus 1 égale 3. Pourquoi 3? Parce que 3, c'est la relation. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est la définition du yin-yang. Et chacun porte en son sein le germe de l'autre. Et bien ça, on peut faire le parallèle avec le relationnel. Le relationnel, on n'a pas choisi l'autre par hasard. On a choisi l'autre parce qu'il fait écho chez nous à quelque chose qu'on voudrait avoir ou qu'on n'aime pas. Et en fait, on n'est pas là pour changer l'autre. On est là pour modifier notre perception de l'autre. On le perçoit avec nos sens. On le voit, on l'entend, on le vit. Donc, quelque part, c'est le reflet de nos sens. Le but, c'est, encore une fois, de ne pas changer l'autre, c'est de modifier cette perception pour plus qu'on ait besoin de l'autre. Dans tout relationnel, il faudrait enlever cette notion de besoin de l'autre. On doit être dans le choix de l'autre, mais pas dans le besoin. Parce que ce besoin va sous-entendre une peur qui n'est pas l'autre. Et du coup, cette peur qui n'est pas l'autre, on va se retrouver avec une problématique de soi. Je ne peux pas être moi tout seul. Ouais, mais avant, quand j'étais minot, tu étais tout seul, ça allait bien. Ouais, maintenant, je suis en couple, et donc en couple, il faut que l'autre m'apporte ça. Non, l'autre, il n'a pas à t'apporter. C'est un choix. Tu ne dois pas avoir ce besoin. Et ça va être un gros travail de neurotraining, d'enlever cette notion de besoin. De besoin de l'autre. Ou de peur. Hein, ça marche ensemble, les deux. Vous me dites quand c'est... Quand on peut ? Avant que ça explose? Non. Dans la cabane, on dit que l'idéal, c'est de donner et recevoir. Donc, il ne faut pas donner pour recevoir, il faut donner et on recevra. Et dans tout relationnel, c'est ça. On doit donner, pas par besoin. On doit donner et on recevra. Et cet échange, ce partage, fait que dans le yin-yang, il y a un mouvement. Chacun va vers l'autre. Et un relationnel, pour qu'il soit équilibré, il faut que les deux alimentent la relation. S'il n'y en a qu'un seul qui alimente la relation, tôt ou tard, la relation est finie. Elle doit être alimentée des deux côtés, la relation, toujours. Alors, je vais faire un petit break, je vais vous donner la parole, et après je reprends.
Marie-Hélène. Donc moi je vais intervenir en libération émotionnelle 1 et 2. 1 donc en première année, 2 en deuxième année. C'est simple. Hein. Neurotraining, vous allez voir, c'est super simple. C'est simple et basique. Et en traits du visage qui vont correspondre à notre système de défense émotionnelle. On va en parler tout à l'heure. Alors les émotions, c'est un vaste programme. Comme José l'a dit tout à l'heure, effectivement, il faut pouvoir les exprimer. Si on les laisse pas sortir, si on n'arrive pas à les faire sortir, à les exprimer, on ne peut pas exprimer qui on est. Et à un moment donné, effectivement, ça va rentrer. Et on va en arriver à un moment donné à avoir des problématiques physiques. On va prendre un exemple tout simple. Sortez d'une relation qui n'a pas fonctionné et vous ressentez de la déception. D'accord ? Déçu, c'est une émotion de l'estomac. Alors vous êtes déçu, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous n'arrivez pas à le dire à l'autre, vous n'arrivez pas à le dire autour de vous, vous le rentrez là, déçu. Ça va générer ce qu'on appelle une charge émotionnelle négative. Et ça va générer aussi que vous allez attirer les relations suivantes qui vont matcher avec déçu. Ce que vous avez en vertical, ça va matcher avec l'horizontal que vous allez attirer. Donc vous allez continuer à attirer des relations dans lesquelles vous allez être déçu, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ben, c'est juste parce que déçu, il est là. Ça, on pourrait dire que c'est un premier niveau. Et puis vous en avez tellement marre d'être déçu, vous allez réprimer tout ça. Ok. À force de réprimer, ben vous n'allez plus rien attirer en fait. Vous n'allez plus aller vers des relations comme ça, ben vous ne risquez pas d'être déçu. Et puis il y a un troisième niveau dont a parlé José tout à l'heure, le refoulement. Si vous êtes déçu dans l'estomac, vous allez refouler un peu plus haut là, peut-être dans l'intestin grêle, celui qui fait le tri entre le bon et le mauvais. Si vous refoulez dans l'intestin grêle, ben, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Vous n'allez plus arriver à faire le tri entre le bon et le mauvais. Vous allez prendre tout ce qui passe. Et ça ne sera pas forcément bon pour vous. Parce qu'à la base, ce déçu, vous n'avez pas pu l'exprimer. Donc on va voir comment on peut libérer tout cet émotionnel en libération émotionnelle 1, en libération émotionnelle 2, avec, on va dire, entre les mômes et les processus, à peu près une 50aine de façons différentes. Donc vous allez avoir des points à éliminer et libérer. Par exemple, en libération émotionnelle 1, on va avoir une équilibration, une correction qui s'appelle peur ou honte des émotions. La peur, la honte, on est dans le ventre. Donc, chaque zone du ventre va correspondre à un méridien. On va tapoter. On va parler du test, je vais en parler. Parce qu'on teste tout en neurotraining. On ne décide pas comme ça, tiens, on va faire ça, on va vous corriger avec ça. Là, c'est la deuxième partie, pardon. Donc, on va tester quelle zone du ventre va répondre. Si ça répond ici, par exemple, ça correspond au méridien du cœur. Donc on va aller voir quelle émotion du cœur vous n'arrivez pas à exprimer. De quelle émotion vous avez peur ou de quelle émotion vous avez honte. Si c'est un peu plus bas, là en bas des côtes, on est sur les poumons. Donc peut-être qu'il y a une émotion dans le poumon, la tristesse, la peur de mourir, l'orgueil. On va tapoter la zone pour la vider. Et puis bien évidemment, on va remplacer, pour la remplir, on va la remplir avec une émotion positive. Du coup, vous allez être libéré de l'émotion qu'on aura vidée, et à la place, parce que l'univers n'aime pas le vide, on va mettre quelque chose de positif qui va vous permettre de fonctionner autrement, avec une autre référence interne. On va travailler aussi avec les essences en émotionnel. Les essences et les couleurs, ça fait partie du langage des émotions. Les essences, notamment les fleurs de bac, qui vont permettre de révéler le positif, caché derrière le négatif. Il va y avoir des qualités, il va y avoir des phrases positives, il va y avoir plein de choses dans les fleurs de bac. Et les fleurs de bac vont permettre de neutraliser, de limiter, de calmer votre émotionnel, comme toutes les essences. Ça, c'est deux exemples en libération émotionnelle. En libération émotionnelle 2, on va avoir plus de procédures
procédure, il va vraiment falloir suivre les choses de A à Z. Mais encore une fois, c'est simple, c'est super bien écrit, super bien expliqué. Entre autres, on va avoir une procédure qui va travailler sur l'amygdale. L'amygdale, alors pas les amygdales qu'on a dans la gorge. L'amygdale, c'est une petite glande qu'on a dans le cerveau, c'est notre sentinelle émotionnelle. C'est elle qui va dire oh, stop, danger, on s'arrête là, on ne laisse plus rien rentrer. Et en fonction de ce que vous avez vécu, comment vous avez appris et enregistré les choses, si vous avez vécu beaucoup de choses en négatif, cette amygdale, elle ne va plus rien laisser passer, donc il va falloir la libérer. On va aller chercher dans l'amygdale quelle émotion. Il y a 20 émotions dans l'amygdale. Il y a la peur, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la tristesse, la colère. Et on va voir comment libérer ça. De manière à ce que vous vivez dans le relationnel, encore une fois, ça ne matche plus avec ce qui est en vertical. On va libérer le vertical pour que vous puissiez vivre les choses de manière beaucoup plus agréable dans le relationnel. On est d'accord. Et puis, il y aura d'autres procédures, il y aura des schémas émotionnels. Il y en a 20. Les schémas émotionnels, ça va nous dire que le problème, c'est pas l'émotion. Le problème, c'est qu'à force de répéter cette émotion, c'est devenu un schéma. C'est quelque chose qui s'est installé. Donc c'est le schéma qu'il faudra débrancher. Pour encore une fois, libérer l'émotionnel. Le but, c'est toujours le même. C'est que, à l'intérieur, vous ayez le moins d'obstacles possible pour pouvoir avoir un relationnel par choix. Pour vous sentir bien avec vous, bien avec les autres. Au niveau émotionnel, si vous pouvez exprimer qui vous êtes, encore une fois, tout part du mental. Donc si vous avez la bonne perception des choses, vous allez exprimer, et puis il n'y aura pas de souci. Là où ça commence à bloquer, effectivement, c'est quand on commence à réprimer. Et puis on va voir aussi les traits du visage. Vous allez voir, il y en a 164. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur. Les traits du visage, ça va nous dire comment nous fonctionnons, comment nous ressentons par rapport à la génétique, par rapport à ce dont nous avons hérité. Et ça va devenir notre système de défense émotionnelle. C'est-à-dire que quand on ne va pas arriver à gérer correctement une situation, ça va réagir dans notre visage. Il y a des choses qui peuvent changer. On peut aller vers plus d'un trait ou moins d'un trait. Évidemment, sur chaque partie du visage, le front, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc., on va avoir des références. Les traits du visage, c'est très très important parce que ça nous permet aussi, en les apprenant, de voir comment est l'autre en face de nous. Et du coup, d'être beaucoup plus respectueux et à l'écoute de ce qu'est l'autre. On va voir par exemple, il y a 3 zones dans le visage. Il y a la zone au niveau du visage, au niveau du front, qui va arriver jusqu'à la racine du nez. C'est la zone du mental. Il y a la zone qui va aller jusqu'au philtrum, là, sous le nez. C'est la zone de l'émotionnel. Et puis sous le philtrum, c'est la zone du physique. Quelqu'un qui va avoir la première zone très développée, c'est quelqu'un qui va beaucoup penser. Il va être obligé de planifier sa vie. Alors que quelqu'un qui va avoir le physique très développé, la zone du physique très développée, il va lui falloir de l'action, il va lui falloir du sport. Vous ne pouvez pas le faire travailler dans un bureau, par exemple. Donc ça va nous aider à comprendre les comportements des gens, de voir sur leur visage ce qui est inscrit, en fait, en fonction des différents traits. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ça. La meilleure façon quand même de diffuser une émotion, c'est de rire. Donc, en libération émotionnelle 1 et 2, vous risquez de pleurer, mais je peux vous garantir que dans toute la formation, vous allez beaucoup rire. Voilà.
Si jamais il y a des personnes qui veulent s'inscrire dès ce soir, c'est moi qu'il faudra venir voir un petit peu par là-bas, à la fin. Voilà. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Laurie Chailleux et je suis neurotraîneur et conseillère en naturopathie. Je suis dans le domaine depuis environ 10 ans. Donc moi je vais vous présenter, vous l'avez compris, un stage sur l'alimentation, mais pas que. Donc je commencerai, donc j'interviens en deuxième année. Là en l'occurrence c'était la troisième année, maintenant je change, je suis en deuxième année. Donc du coup, je commencerai par une citation d'un écrivain, peut-être que vous le connaissez, Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Ou bien, il disait aussi « Les gens qui s'enivrent ou qui s'indigestent ne savent ni boire ni manger. » Il étudiait l'art de la table sous toutes ses formes et il avait déjà conclu, c'était au XVIIIe siècle, que comment on s'alimentait, ce que l'on avait dans l'assiette, influençait directement les affaires, la santé et le bonheur. Ben nous, on va voir ça dans ce stage également. Alors, pourquoi l'importance d'un stage sur l'alimentation? Eh bien, vous devez le savoir, les aliments sont notre principale source d'énergie grâce aux nutriments que l'on obtient après le processus de digestion. Et c'est ce qui nous permet de vivre et de pouvoir faire toutes nos activités au quotidien. Ensuite, eh bien, l'alimentation, c'est le troisième élément le plus important pour l'homme, après l'air et l'eau. Ensuite, nous avons des comportements alimentaires et des associations alimentaires que nous faisons qui ont des conséquences directes sur notre structure génétique. Et enfin, dans toute la formation, vous aurez la chance de comprendre comment on fonctionne pour être en santé. Eh bien, dans ce stage, vous allez apprendre comment s'alimenter pour être en santé. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, déjà, on va voir les bases de l'alimentation. Au niveau de notre structure, les aliments, donc, on l'a vu, ensuite, ils sont transformés. Donc, et ce sont des nutriments, ils apportent les besoins physiologiques, d'accord, au niveau des cellules, au niveau des systèmes, au niveau des organes, ça c'est au niveau donc structurel. Mais au niveau relationnel, une personne qui va se diriger plutôt vers les glucides, les sucres au sens large, eh bien, comme c'est la douceur dans la vie, si elle a une problématique au sucre, qu'elle se dirige trop vers le sucre, peut-être que cette personne a une problématique de douceur. Alors, dans son vertical, elle n'est peut-être pas assez douce avec elle-même, elle va aller rechercher ce sucre à l'extérieur. Ou bien, elle aimerait que cette douceur vienne de l'extérieur, mais peut-être qu'au départ, il faudrait qu'elle en ait, elle, pour elle-même, de la douceur. On a un autre exemple par rapport aux lipides, le gras. Ce qui isole, le côté huilant, ce qui fait fonctionner la machine, et bien une personne qui a une problématique à ce niveau-là, ou qui se dirige plutôt vers le gras, il est possible que cette personne s'isole parce qu'elle ne veut pas aller vers l'extérieur, par peur ou d'autres raisons. Ou bien elle se sent incomprise, dans le langage de l'estomac aussi, elle se sent incomprise et elle ne veut pas aller vers l'extérieur. Donc, elle va se mettre une couche de protection. C'est aussi donc une forme de protection. On peut faire pareil aussi avec les oligo-éléments et les vitamines. Donc, ça nous apporte plein de choses, bien sûr, au niveau physiologique. C'est surtout l'entretien et le fonctionnement du métabolisme, ok. Mais au niveau de notre horizontale, eh bien, un manque d'iode peut effectivement modifier notre comportement au niveau de la nervosité, au niveau de peur irraisonnée, ou bien un manque de magnésium, par exemple, vous le savez. Ça peut agir aussi sur de l'insomnie, au niveau du système nerveux, etc. Donc ça, c'est au niveau des bases de l'alimentation. On verra aussi le lien entre l'alimentation et la structure et notre structure génétique.
Je prends souvent l'analogie à la plante. La plante, eh bien, elle a une structure génétique. Ce qui va lui permettre de pousser, c'est l'environnement dans lequel elle est, avec plus ou moins d'humidité, de soleil, d'ombre, etc. Elle a aussi ses forces et ses faiblesses. Et il faut bien évidemment lui donner de quoi pousser, donc se nourrir, de l'engrais, de l'eau. Eh bien, pour l'être humain, c'est la même chose. On a une certaine constitution, une structure génétique, et à ce moment-là, si c'est en congruence avec nos comportements alimentaires, nos comportements psychiques et émotionnels, la personne, elle va davantage s'adapter aux différentes situations de la vie et elle va mieux récupérer. Un exemple assez concret, puisqu'on va voir les 4 constitutions d'animal, les constitutions homéopathiques, on a par exemple le phosphorique qui est long, le grand sec délicat, il est longiligne, il est fin, il est plutôt nerveux, il peut manger ce qu'il veut, il est attiré par les mets salés, en revanche, qui vont plutôt le déminéraliser. Mais il est vite dans l'action, il est rapide de réflexion. Celui-ci, on ne va peut-être pas avoir les mêmes conseils ou équilibrer les mêmes choses qu'avec un carbonique, qui est plutôt trapu, un peu rondelé, qui a un métabolisme lent, qui digère donc lentement. Lui, effectivement, va plutôt faire attention à tout ce qui est aliments très acides, ou tout ce qui est gibier par exemple, ou le sucre évidemment. Voilà, on ne va pas avoir effectivement la même approche avec l'un ou l'autre. Et on va les voir, on va voir les 4 constitutions. Pour rester dans la structure génétique, vous savez que les protéines sont la structure principale de chaque cellule vivante, donc au plus profond de nous. Et ces protéines sont constituées d'acides aminés. Et ces acides aminés, on les trouve dans l'alimentation. Donc on peut dire que les protéines, c'est quoi? C'est la construction, c'est le changement, c'est la croissance et c'est le renouvellement. Donc, une personne qui a une problématique de construction dans sa vie, qui veut construire dans le changement, si elle a un problème, peut-être que ça vient des protéines et des acides aminés. On verra également, bien sûr, c'est essentiel, l'équilibre acido-basique. Donc, l'équilibre acido-basique au niveau physiologique, ce sont les différents fluides de notre corps qui doivent respecter des fourchettes bien précises, plus ou moins acides ou alcalines, pour tout simplement qu'on reste en vie et en santé. Eh bien, on le sait, on trouve plus facilement des terrains acides. Ok, mais pourquoi? Peut-être que dans notre horizontale, on ne fait pas rentrer suffisamment d'alcalin. Donc pour tamponner cette acidité, ça peut être quoi? Évidemment, l'alimentation, les aliments alcalins, mais aussi peut-être qu'on ne fait pas assez rentrer la joie, l'amour, la compassion. Donc, bien évidemment, c'est au niveau émotionnel. Mais peut-être qu'on fait rentrer trop d'acide, à contrario des aliments acides. Ou bien, peut-être qu'on a trop de ressentiment, de soucis, de peur, d'anxiété, de culpabilité, qui rendent notre terrain trop acide. Et bien sûr, on ne peut pas... Pardon, je reste sur l'équilibre acido-basique. En plus, le métabolisme acide va attirer, donc, malheureusement, des pathologies. Et il adore les terrains, donc il adore les virus et les bactéries. D'où l'intérêt de vérifier son équilibre acido-basique. Bien sûr, on ne peut pas parler alimentation tant qu'on ne parle pas de la relation à maman. Effectivement, la première fois qu'on a été nourri, c'est dans le ventre de notre maman, grâce au cordon ombilical, et c'est aussi notre première relation à deux. Donc, je prends un exemple, on va prendre l'allaitement. Maman allaite, et puis ça décide d'allaiter, et ça ne se passe pas comme elle veut. Elle va être déçue. Et bien à ce moment-là, il se peut que plus tard, cette personne attire des relations où elle va être déçue. Et je vais prendre le même exemple, mais dans un autre contexte, donc l'allaitement. Maman arrive à allaiter, sauf qu'elle n'avait pas forcément prévu d'arrêter. Et le bébé pleure.
peut-être un RGO, peut-être qu'il souhaite une alimentation plus riche en protéines, par exemple. Mais cette maman-là se dit, bah, vu qu'il pleure, je vais arrêter d'allaiter, je vais lui donner du lait artificiel. Donc, notion cellulaire sucrée, parce que le lait artificiel est plus sucré. Donc, c'est ancré à vie, lorsque je pleure, je me dirige vers le sucre. Donc, tout dépend du contexte, bien sûr. Et enfin, une personne qui va se sentir mal dans sa peau, ou qui a une problématique à l'alimentation, eh bien, on pourra lui demander pour qui elle mange et pourquoi elle mange. Pour qui elle mange, eh bien, ça doit être pour soi-même et par choix. Et pourquoi elle mange, eh bien, ça doit être tout simplement approprié pour la personne. Et tout ça, on le testera, et José vous parlera après du muscle indicateur. Donc, pour conclure, ce stage, il est là pour prendre plaisir à s'alimenter, tout en respectant notre structure génétique. Et je dirais que l'acte de s'alimenter n'est pas un acte nutritionnel, mais un acte d'amour et de plaisir. Et bien, merci. Bonjour, donc je suis Céline, j'ai une dizaine d'années à l'école de neurotraining et j'ai la chance de proposer 3 cours qui s'articuleront autour du projet Sens, qui est noté au tableau là. Le premier cours sera intégré à la formation de neurotraining et les 2 suivants seront optionnels pour ceux qui auront envie d'approfondir. Alors, le projet Sens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une période de vie autour de notre naissance et de notre conception qui constitue un nœud de transmission, d'héritage et de programmes familiaux qui vont nous influencer toute notre vie. C'est un phénomène vertical d'adaptation au stress qui fait que nous héritons de stress récessif et de stress dominant qu'on transmet à nos enfants en vue d'augmenter la vigilance par rapport à ces stress au sein de la lignée. Donc, transgénérationnel. Donc le premier cours, lors du premier cours, on apprendra à décoder les noms et prénoms et donc voir ce que racontent nos noms et prénoms par rapport aux héritages du programme familial. Excusez-moi, je n'avais pas prévu le micro, ça me perturbe pas. Bon. Alors, donc on aura 2 méthodes d'analyse pour décoder nos noms et prénoms. La première méthode, ce sera grâce à l'étymologie, parce que l'étymologie, c'est l'histoire du mot, du nom, du prénom. Et la deuxième méthode, ce sera avec les lettres hébraïques. Alors pourquoi les lettres hébraïques? Parce qu'elles sont l'ancêtre de notre écriture alphabétique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc mon prénom par exemple c'est Céline. Donc Céline vient du latin celare qui signifie sceller, tenir secret. Donc on peut se demander quel est mon rapport au secret, déjà moi dans ma vie, et dans mon histoire familiale. Ensuite, par rapport aux lettres hébraïques, donc mon nom de jeune fille, mon nom de naissance, c'est Soudey. Donc Soudey, on va l'écrire avec la lettre hébraïque Samek. Et on pourra mettre un Dalet, donc pour le D. Et ça, en fait, cette racine hébraïque-là, eh bien, avec cette racine hébraïque, on peut faire le mot secret. Donc, sur mon nom et sur mon prénom, on aura le thème du secret. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, j'ai, moi, dans ma vie, déjà, toujours été stressée par le fait de ne pas pouvoir savoir ce qui se jouait derrière les apparences. C'est-à-dire les personnes qui me regardent là, mais qu'est-ce qu'elles pensent? Voilà, ça a été vraiment un gros stress toute ma vie, aussi loin que je me rappelle. Et quand on regarde du côté de mon histoire familiale, donc du côté de mon père, j'ai une arrière-grand-mère qui, elle, a fait partie de la résistance et elle a mener des actions dans le plus grand secret avec un risque de mort. Donc, le secret, il y a un lien entre le secret et le danger de mort. Et du côté de ma maman, donc sous Franco, j'ai un arrière-grand-père qui, lui, faisait partie de la résistance et il s'est carrément fait assassiner à cause d'un secret. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma vie, je me suis formée à toutes les formations de décodage qu'on peut trouver, donc langage non verbal, décodage des lieux de vie, décodage des maladies. J'ai plus la liste. Si vous voulez me vendre quelque chose, vous mettez le mot décodage, j'achète. Voilà.
Et donc, quand j'ai réalisé que ce stress hérité, ça ne m'appartenait pas en fait, hein, le secret égal danger, ça appartenait à ma famille, à ma généalogie. À ce moment-là, j'ai commencé à me détendre dans mes relations. Voilà. Donc ça, c'est le premier cours qui fait partie de la formation. Le deuxième cours, ce sera autour du décodage des maladies. Je vais prendre un peu d'eau, excusez-moi, j'ai un syndrome sec. C'est une maladie pas sympa et du coup, comme je stresse, j'ai besoin de boire, j'ai pas assez de temps. C'est plus un secret. Comment? Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret, mais je sais pourquoi j'ai des syndromes secs. Tous les dimanches midi, moi, ça me sait. Alors, donc le cours, ça va mieux là. Le cours autour du décodage des maladies. Donc on apprendra à associer le vocabulaire biologique avec le vocabulaire de la médecine chinoise pour déceler ce que racontent nos maladies, donc comprendre la genèse psycho-émotionnelle de nos maladies et où est-ce qu'elles prennent racine dans notre généalogie. Exemple, j'ai Magali qui me demande le sens de son dermographisme. Alors tout ce que je vous dis, ce sont des histoires vraies. À chaque fois, je vais illustrer. Quand j'ai l'autorisation de donner le prénom, je donne le vrai prénom. Quand je dois éviter, j'évite. Mais en tout cas, les histoires sont des vraies histoires. Donc le dermographisme de Magali, le dermographisme, c'est... en fait, elle me montre, donc c'est des poussées d'urticaire qui sont déclenchées par le contact. Alors, donc Magali me montre son bras et elle va commencer à écrire avec son ongle sur sa peau. Et là, on va voir se dessiner ce qu'elle a écrit sur sa peau. C'est ça le dermographisme. Donc que ce soit une boucle de ceinture, des bretelles de soutien-gorge, que ce soit écrire avec son ongle, tout ça va provoquer une réaction allergique et donc ça va se voir. Je vais essayer de ne pas perdre le fil. Donc, si j'associe le vocabulaire de la médecine chinoise avec le vocabulaire biologique, dermo, alors, déjà on va regarder l'étymologie, excusez-moi, ça me perturbe, hein, moi je me suis entraînée sur mon... Enfin, avec... je vais prendre ça. On reprend. Alors, l'étymologie, désolée. Donc, dermo, c'est la peau et graphisme, c'est l'écriture. Et si on associe le vocabulaire biologique avec celui de la médecine chinoise, la peau, c'est élément métal. Okay. Le métal, en médecine traditionnelle chinoise, va parler de stress de séparation, il va parler de deuil. Et graphisme, c'est l'écriture. Donc, on cherchera dans l'histoire familiale de Magali un stress de séparation par rapport à une lettre, un courrier, ou en tout cas avec une histoire de lettre, de courrier. Donc, quand je dis ça à Magali, Magali va me dire que la grand-mère paternelle est tombée enceinte dans un petit village d'Italie et comme elle n'était pas mariée, elle a été chassée du village. Donc, elle est partie accoucher toute seule. Pendant 4 ans, elle a vécu dans une grande pauvreté. Et ensuite, quand l'enfant avait 4 ans, elle a été recueillie par un couple stérile qui s'est occupé d'elle et de l'enfant comme si c'était leur propre fils. Elle va passer 6 ans avec eux et quand l'enfant aura 10 ans, elle quittera cet endroit, enfin le foyer, et elle refera sa vie, mais elle confiera l'enfant à ce couple pour qu'il ait un foyer stable. Mais jamais, elle ne cessera d'écrire à son fils. Elle va écrire à son fils jusqu'à la fin de sa vie, mais la mère adoptive va cacher toutes les lettres. C'est-à-dire qu'il ne saura jamais que sa mère lui a écrit. Il le découvrira à la mort de sa mère adoptive. Et c'est là, en fait, donc il aura grandi toute sa vie avec ce sentiment d'avoir été abandonné. Et puis, quand il va découvrir les lettres, bien évidemment, il aura le regret de ne pas avoir revu sa mère biologique. Voilà, donc on a bien un stress de séparation avec une histoire de courrier. Et on voit que le cerveau fonctionne par métaphore et propose une solution d'adaptation au stress au cas où l'histoire se répète. Donc là, la meilleure solution du cerveau, c'est vraiment d'écrire sur la peau. Hein, c'est l'histoire du dermographisme de Magali. Parce que la peau, c'est le contact. Et le contact, c'est l'inverse de la séparation. Donc voilà, on apprendra à décoder le sens de nos maladies.
Et pour le troisième cours, donc, on utilisera le tarot de Marseille, qui est vraiment un outil incroyable, qui met en scène l'inconscient collectif familial, enfin l'inconscient collectif tout court même. Et on utilisera donc les compétences qu'on aura acquises lors du premier et du deuxième cours. Donc par exemple, pour les personnes qui ont le son or, je vais changer. Hop. Donc les personnes qui ont le son or, comme ça, dans leur écrit AUR. Donc on pourra écrire le A avec la lettre hébraïque Aleph, qui est un silence. Ensuite, on pourra mettre pour le U la lettre hébraïque Vav, qui est un lien. Et là, la lettre hébraïque qui correspond, c'est Resh, c'est la tête. Donc, on pourra chercher un silence par rapport à un lien avec une histoire de tête. Alors, ça fait bizarre comme ça. Mais une histoire de tête, ça peut être un AVC, un coup sur la tête. Mon fils, il me dit quelqu'un qui a été décapité. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, un silence par rapport à un lien. Et il se trouve que la personne avec qui j'ai travaillé sur son prénom, on va l'appeler Oriane. Donc, Oriane me dit, mais écoute, en fait, ma grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu une relation cachée avec un soldat allemand. Donc on a bien un silence par rapport à un lien. Et là où le tarot de Marseille va être intéressant, donc elle nous dit par rapport à cette histoire de tête, la relation a été découverte et donc elle a été tondue sur la place publique. Donc on a bien un silence par rapport à un lien avec une histoire de tête dans son prénom. Et ce qui est intéressant, donc en réalité on aurait pu poser tout le prénom avec le tarot de Marseille. On peut faire pareil avec les maladies aussi, avec les non-maladies, avec les mutations de gènes, etc. Et on voit vraiment des choses étonnantes qui sont révélées. Et donc, par rapport à la lettre R, au Resh, qui peut être mis en lien, je ne sais pas si vous voyez, avec la carte du jugement dans le tarot de Marseille, en fait, elle me raconte la scène. Donc, on voit là une femme, je ne sais pas si vous voyez, une femme qui regarde un homme. Et il se trouve que la punition, c'était de la tondre sur la place publique et de la forcer à regarder son amant allemand être torturé. Là, on voit un homme qui semble, donc les mains jointes, qui regarde, il ne regarde pas la femme, il regarde l'ange au-dessus, donc il semble supplier les instances supérieures, peut-être de lui épargner la vie. Il a été torturé à mort, hein. Il est mort, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit donc les trompettes. Je ne sais pas si tout le monde voit. Hein. Là, voilà. Donc les trompettes, on peut imaginer que ça fait du bruit. Hein. Et puis il y a des flammes autour, c'est rouge, etc. Et tout ça s'est passé donc, sur la place publique avec la foule en liesse parce que tout le monde voulait que ces deux-là soient punis. Voilà. Donc on voit comment une carte de tarot, si on fait le lien avec le nom ou le prénom, comment une carte de tarot, alors elle aurait pu avoir mille et une autres interprétations. Hein. Toutes les personnes qui ont or dans leur prénom écrit AUR ne vont pas avoir ce genre de problématique. Mais en tout cas, on voit avec cette carte de tarot comment est-ce qu'on a pu vraiment approfondir. Et ce qui va être intéressant après, c'est de voir comment Oriane, quel est son rapport, puisque là on a une histoire de couple avec le jugement, hein, la carte c'est le jugement, le regard de l'autre, donc comment est-ce que ça va influencer sa vie, donc quel est son rapport au couple, comment est-ce qu'elle choisit, est-ce qu'elle fait plutôt le choix du cœur ou le choix de la raison, voilà. Est-ce que le jugement, le regard de l'autre est important ou pas, donc en l'occurrence oui, hein, c'était problématique. Donc après ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a approfondi tout ça, on a tout un tas de... Il y a combien? 26 modules, je crois. Enfin, bref. On a combien? 30 modules. Donc en fait, on a 30 modules de neurotraining pour travailler sur nos héritages et programmes familiaux afin que cette relation verticale entre nos ancêtres et nous ne vienne pas influencer nos choix de vie et notre relationnel. Voilà. Bon, si vous avez des questions, après...
bonsoir, Mélanie Pérez, moi je suis psychologue depuis 19 ans, vraiment en thérapie psychocorporelle et évidemment neurotrainer. Moi je vais intervenir sur 2 stages. Le premier stage va être en première année et il sera sur les peurs, les habitudes et les croyances. Et le deuxième stage sera sur les comportements compulsifs infusés, donc hérités, et on sera en deuxième année. Alors, sur ces 2 stages, le maître mot, ça va être vraiment l'illusion. Vous savez, ces illusions qui nous empoisonnent la vie, ces illusions qui nous empêchent d'être soi et d'être alignés. Puisque vous avez compris, quand José vous a expliqué, c'est qu'on s'aligne, hein, on apprend à être soi, à s'aligner, pour être bien avec nous-mêmes et être aussi bien, oui ma fille, on est d'accord, et être bien avec les autres. Donc, en neurotraining, le premier travail qu'on va faire, notamment quand une pathologie est aiguë, c'est travailler, et on peut travailler sur le mental. Vous savez, le mental, c'est nos perceptions, nos capacités à répondre, notre intelligence. On peut aussi, en neurotraining, travailler sur l'émotionnel. Marie-Hélène vous l'a expliqué, c'est-à-dire sur tout ce qui est en lien avec notre ressenti. On peut travailler sur le physique. Là, vous avez Laurent qui va vous l'expliquer encore plus, donc vraiment nos pathologies physiques et notre comportement. Et on peut travailler aussi, vous l'avez compris, José a commencé à vous le présenter, sur l'énergie des méridiens. Dans le stage peur, habitude, croyance, ces 4 éléments que sont le mental, l'émotionnel, le physique et les méridiens vont être combinés 2 par 2 pour pouvoir justement travailler les 3 catégories dont je vous ai parlé. Parce qu'en effet, en neurotraining, dans les peurs sont la combinaison d'une réaction émotionnelle que l'on va vivre physiquement, mais sans les penser. Et en effet, on voit bien la peur, on est vraiment sur une réaction émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On a 3 réactions physiques possibles. On est, et l'expression le dit bien, tétanisé de peur. On peut aussi faire quoi? Courage, fuyons. La peur va nous empêcher d'aller et d'avoir une situation. Ben non, je ne vais pas me présenter à cet examen parce que j'ai trop peur et la peur m'empêche d'y aller. Et si j'y vais pas, je suis certaine d'arriver à l'échec puisque je ne me suis pas présentée. Et la 3e réaction qu'on va avoir dans la peur, c'est quoi? Imaginez, vous essayez d'attraper un rat, vous arrivez à le mettre dans l'angle d'une pièce, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a peur, il va vous sauter la gorge. Donc on voit bien que dans cet émotionnel, il y a une réaction physique et dans ce stage de neurotraining, on va travailler des protocoles, des procédures qui vont nous aider à atténuer, à travailler, à améliorer notre relation aux peurs et nos peurs. Deuxième aspect, on va travailler nos habitudes. Alors on a des habitudes qui sont sympathiques, on a des habitudes soutenantes. On a un rythme, on met en place des rituels, on met en place des habitudes qui nous permettent d'aller bien. Mais on a aussi des habitudes qui sont héritées et qui sont non soutenantes. Donc le deuxième aspect qu'on va travailler dans ce stage, ce sont ces habitudes non soutenantes. Et le 3e aspect qu'on travaillera, c'est les croyances. Vous l'avez vu, les habitudes, il y a du mental et du physique. Et dans les croyances, il y aura du mental et de l'émotionnel. Les croyances, il y en a plusieurs. Il y a les croyances aidantes. Je sais que je vais y arriver. Je sais que dans la vie, j'ai appris qu'avec du travail, on arrive à tout et tout est possible. Oui, c'est une croyance soutenante. Elle nous permet d'avancer et elle nous permet de pouvoir atteindre des objectifs et même si on a le sentiment parfois de ne pas être au niveau, de dépasser sa vie. Mais on a aussi des croyances qui sont limitantes. Il y a ce fameux « oh, mais de toute façon, tu es nul » ou tous les ancrages, les implants que peuvent avoir mis nos parents et qui font que, on sait déjà qu'on est nul, ou on nous a dit, apprise à l'école qu'on n'y arriverait jamais. Et donc, si on n'arrivera jamais, pourquoi on va commencer une formation de neurotraining et arriver au bout de 3 ans à rater l'examen, puisque de toute façon, on n'a fait que ça. Mais on a des croyances qui font que nous mettent des barrières qui nous empêchent d'être nus. Donc ce premier stage travaillera là-dessus, sur comment ne plus être dans les peurs, comment avoir des habitudes soutenantes et éliminer ces habitudes non soutenantes, et comment travailler aussi ces croyances pour favoriser les croyances aidantes et aller moins vers les croyances limitantes. En deuxième année, on sera sur les comportements compulsifs infusés. Alors qu'est-ce que c'est un comportement compulsif infusé? Ce sont nos dépendances qui peuvent être comportementales, mais aussi nos dépendances affectives. Ce sont nos obsessions, ce sont nos addictions, ce sont nos compulsions. Vous savez, c'est toutes ces fois où on se dit, pourtant je suis rationnel, mais je me rends bien compte que je ressens des émotions qui sont complètement folles. J'ai des attitudes qui sont complètement bizarres. J'ai des comportements qui sont complètement stupides. Vous savez, c'est des moments dans notre vie où on dit c'est pas possible.
je ne peux pas avoir agi comme ça, je ne peux pas agir comme ça, je ne peux pas ressentir ça. On se rend compte que dans ces cas-là, on est justement dans ce qu'on appelle un comportement compulsif infusé, hérité. On est sur un enfermement dans un comportement qui ne nous appartient pas. Ce comportement, il appartient à qui? Il appartient à notre famille. C'est un héritage qui nous colle à la peau et dans lequel on est enfermé. Et comme ce comportement, souvent, il nous a servi, c'est une manière qui nous permet aussi de réagir dans la vie, d'être adapté, et donc on a l'impression que c'est une bonne chose dans notre vie, et en réalité, il nous enferme. Donc ce stage de deuxième année nous permettra ça, de travailler ces enfermements, de travailler tous ces héritages qui nous viennent de notre famille, qui nous empêchent d'avoir un comportement, d'être aligné et de pouvoir du coup avoir un relationnel avec nous-mêmes qui va être adapté et un relationnel avec les autres qui va être adapté. Voilà les deux stages que je vous présenterai. Donc peur, habitude, croyance en première année. Et dans la deuxième année, c'est comportement compulsif abusé dans lequel on est enfermé pour vraiment, et vous l'avez compris, le neurotraining, c'est ça. C'est comment on apprend à être soi sans toutes ces illusions, sans toutes ces choses qui nous collent à la peau, des implants, de problématiques qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être avec les autres. Voilà. Bonjour, bonsoir, pardon. Donc Franck Barberet, dans cette formation, je vais animer donc deux stages qui sont en relation avec le mental, le temps et l'espace, ça c'est en deuxième année, et puis les étapes au fond en première année. Alors pour vous faire un petit aperçu succinct du temps et de l'espace, donc le temps et l'espace il est présent dans tous les domaines de notre vie. Il y aura toujours un moment pour faire les choses et la place pour les faire ou pas. Merci. Donc il n'y a rien de plus mental que le temps et l'espace. Et donc ce temps et l'espace il est en relation avec notre perception. Une heure de temps, pour certains, ça sera très long en fonction de l'activité que vous faites. Si vous faites une activité qui vous plaît, dans ces cas-là, vous allez trouver que cette heure est passée très vite. En revanche, si vous ennuyez dans une activité, une heure, ça vous semblait extrêmement long. Et donc c'est bien cette perception qui nous lie en fait à ce ressenti du temps. Nous verrons également que le temps et l'espace, en fait, c'est une chose, si on fait des choses qui sont... si on a du temps pour faire des choses, du coup, on sera serein dans nos activités. Et ça sera cool, en fait, de faire ce que l'on a à faire. En revanche, si on est pris par le temps, si on n'a pas le temps pour les faire, on sera stressé. Et donc, en fait, ça impactera à la fois notre état de santé et notre mode de fonctionnement. Et donc, on sera plus naturel dans notre fonctionnement. On va du coup se comporter différemment de ce dont vous êtes, et en fait, on aura des réactions qui ne seront pas rationnelles. Voilà. Autre point, donc on verra dans la partie temps, ça se décompose en deux parties, donc il y a le temps et l'espace. Dans le temps, on verra notamment, alors c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui est contenu dans cet atelier. On va évoquer 4 glandes qui sont en relation avec le temps. On a la thyroïde, qui est l'énergie du présent, et donc si vous vivez mal votre présent, forcément votre thyroïde pourrait réagir, et donc on ira voir ce méridien-là, à la fois dans ses émotions, mais également dans le muscle qui est associé. On aura les surrénales qui sont en relation avec le passé, les reins qui sont en relation avec les ancêtres, et l'hypothalamus qui est en relation avec le futur. Et donc, l'hypothalamus, c'est une glande à l'intérieur du cerveau, c'est le chef d'orchestre des hormones, c'est aussi le régulateur de nombreuses fonctions dans le corps. C'est lui qui régule l'humeur, l'appétit, la soif, le sommeil, la libido. Et donc, dès l'instant où une personne aura un problème dans ces domaines-là, il faudra aller voir l'hypothalamus. Ça veut dire aussi qu'il faudra aller voir le futur, puisque potentiellement, il verra mal sa relation au futur. Et donc, s'il vit mal cette relation au futur, c'est peut-être aussi dans son passé, il a perdu quelque chose qui l'empêche de bien vivre son avenir. Donc, on ira voir également son passé. La relation à l'espace, donc ça, c'est un des aspects du temps. Et on ira voir des procédures comme organes et glandes bloqués dans le temps, qui va permettre d'identifier que certains glandes ou organes peuvent être bloqués suite à un événement particulier de notre vie. Et donc on va voir comment débloquer en fait cette situation et permettre en fait à la fois à la fonction de l'organe et à la personne de mieux vivre
à la fois le temps et que son organe reprenne pleinement sa pleine énergie et son potentiel. Pour l'espace, nous voulons peur sur plusieurs sujets, dont la relation au territoire, plein de sujets qui tournent autour de l'espace, mais pour vous donner un petit focus, en relation avec les méridiens qui sont affichés derrière moi. Je vais vous donner juste quelques exemples, on a notamment 7 méridiens qui sont en relation avec l'espace, mais je vous évoquais, et le territoire, pardon. On a la vessie, c'est le marquage du territoire, et donc une personne qui vivra mal ou qui sera impactée dans le marquage de son territoire, peut-être qu'elle va faire une infection urinaire, et inversement, donc une personne qui fera une infection urinaire, peut-être qu'il faudra aller voir sa problématique ou sa relation au marquage de territoire. Une personne qui aura perdu dans son territoire, on ira voir le cœur. Donc, de la même manière, si une personne a des problèmes de cœur, il faudra aller voir qu'est-ce qui dans sa vie a pu être associé à la perte de territoire. Voilà. C'est quelques exemples qu'on pourra aller voir et travailler pour permettre en fait à chacun de réaligner en fait ses glandes, ses organes et sa relation au temps pour mieux vivre à la fois son vertical et ensuite son horizontal. En conclusion, pour cet atelier, nous irons voir comment diminuer l'influence du temps et de l'espace sur notre équilibre glandulaire et notre mental. Le deuxième stage, c'est celui relatif aux états profonds. Donc celui-là, nous le verrons en première année. Donc c'est un atelier qui s'approche le plus de l'hypnose. On va donc travailler sur le subconscient. Nous allons avoir toutes ces choses automatiques, donc ce sont toutes les choses qui sont automatiques à l'intérieur de nous, les états profonds. Et on va avoir notamment tout ce qui est résistance au bon fonctionnement de nos états profonds. Et donc ce qui va empêcher le bon fonctionnement de ces états profonds. Nous verrons notamment des procédures comme les suggestions hypnotiques négatives antérieures. Et c'est un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure aussi Mélanie. Il peut y avoir des implants qu'on a vécu, qu'on a eu, qui ont été inoculés par notre relationnel, ou même nous-mêmes dans les réflexions que nous faisons nous-mêmes, comme tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas capable, pareil sur la scolarité qui est un vaste sujet. Et dès l'instant où on a ces implants, en fait, on n'arrive pas à les dépasser. Et on va voir comment, avec ce type de procédure, on va pouvoir aller localiser, identifier, travailler ce sujet-là, le libérer et mieux vivre ensuite ce relationnel avec ces sujets. Il y aura d'autres limitations comme les limitations génétiques des états profonds qui visent des influences hypnotiques qui viennent de nos ancêtres, donc quelque chose dont on a hérité. Et on va se libérer également, on va travailler sur la libération de ces suggestions hypnotiques. On pourra également aller travailler sur l'implantation de ressources en infusion d'afférence de vie nouvelle. On ira directement en période, on partira en fait en récession d'âge en fait en intra-utérin pour venir installer des nouvelles ressources qui pourront nous être utiles dans notre vie d'aujourd'hui. Et on travaillera également l'auto-hypnose. Il y aura encore d'autres sujets, mais on abordera l'auto-hypnose, comment faire des autosuggestions pour s'apporter du bien, pour remplir nos objectifs et pouvoir mieux vivre la vie qu'on souhaite avoir. Voilà, c'est grosso modo les deux stages que je vais animer et succinctement ce que je voulais vous évoquer. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci. Alors bonsoir, moi je me présente, Laurent Saillard, je suis ostéopathe depuis 15 ans et diplômé en neurotraining depuis 2000. Vous avez pu entendre que le neurotraining s'occupe de la globalité de l'individu. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette formation, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à une seule chose, mais on va pouvoir s'intéresser à l'émotionnel de la personne, au mental de la personne, à l'énergie qu'elle met, ce qu'elle veut vivre ou pas, et au physique. C'est cette partie que moi, j'aurai la chance de vous enseigner. Vous aurez 4 modules de physique. Récupération physique 1, récupération physique 2, 3 et 4. On aura aussi la chance, j'aurai la chance de vous présenter l'approche crânio-sacrée, crâne-sacrum, qui nous vient tout droit de l'ostéopathie.
Et ça sera en deuxième année. Et comment réaligner le dos aussi, ça sera un des derniers stages que vous verrez sur les 2 ans et demi, 3 ans de la formation. En première année, vous allez pouvoir, dès la première année, travailler sur la santé de la personne. Mais pas que la santé physique. C'est la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé énergétique de la personne. Et pour ma part, je vous apprendrai comment on pourra équilibrer la personne ou pas sur sa santé physique. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tout marche ensemble. Qu'on est obligé de vous présenter les choses une par une. Donc quelqu'un qui s'occupe de l'émotionnel, du mental, de l'énergétique, et moi du physique. Mais à la fin, en fait, une personne qui fait une dépression émotionnelle, autant en la réalignant au niveau du dos, physiquement, parce qu'elle sera alignée, elle n'aura plus cette dépression émotionnelle. Et à l'inverse, une personne qui va nous présenter une problématique physique, peut-être qu'à ce moment-là, elle n'aura pas besoin de l'ostéopathe, mais elle aura juste besoin d'exprimer son émotion et non de la refouler. Par contre, parfois, la personne aura besoin d'équilibration physique. Et ça, c'est ce que je vous apprendrai. Et derrière cette équilibration physique, il y aura toujours une métaphore. C'est ça le plus important dans les récupérations. C'est ok, il y a un symptôme, il y a le feu quelque part dans la zone du corps, on va le réparer physiquement, mais avant, on ira trouver le contexte qui nous a fait sauter physiquement, même si on la rebranche au niveau physique. Ça, c'est super important, et c'est le plus important à comprendre dans la récupération physique. Parce que je sais que vous n'êtes pas kiné, je sais que vous n'êtes pas médecin, je sais que vous n'êtes pas ostéopathe, et souvent on se met sous stress dès qu'on entend en physique. Donc qu'est-ce qu'on va vous demander dans le physique? Est-ce qu'on va vous demander d'apprendre les 600 muscles qu'on a dans le corps? Pas du tout. On va utiliser 14 muscles. Donc vous allez devoir apprendre, ou plutôt mémoriser, 14 muscles sur 30 stages, en 2 mois et demi, sachant qu'à tous les stages, ces muscles-là, vous allez les voir. Donc au final, on va prendre, exemple, le quadriceps, donc c'est le muscle de la cuisse. On ne connaît pas son nom, on s'en fout. On sait qu'on a un muscle qui est au niveau de la cuisse. Il s'appelle quadriceps pour 4 chefs. Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout, on n'apprendra pas. Par contre, ce qu'on va retenir au niveau de cette cuisse, c'est que c'est le muscle de l'intestin grêle. Donc s'il y a eu le feu au niveau d'une déchirure de ce muscle-là, ben c'est peut-être parce que la personne, elle a manqué de tendresse à ce moment-là. Peut-être qu'elle n'a pas été appréciée par rapport à ce qu'elle a fait. C'est le joueur de foot, c'est le petit gamin, papa il est à fond derrière, il manque son penalty, le gamin il a fait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu, bam, déchirure du quadriceps. Parce que papa, derrière, tu as loupé ton penalty, tu n'as pas marqué. Donc ça va être comme ça qu'on va aborder le physique. Ça ne sera jamais tel tendon s'accroche là, tel muscle s'accroche là, telle articulation bouge comme ça. Ça ne sera jamais ça. Ça sera toujours dans sa métaphore pour comprendre pourquoi il y a eu le feu à ce moment-là sur cette zone du corps, que ça soit un organe, que ça soit une articulation, que ça soit ce que vous voulez. En première année, vous avez 2 récupérations physiques. Donc vous allez déjà commencer à aborder la santé physique. Toutes les récupérations, elles sont progressives. Donc ça veut dire qu'elles sont en lien entre elles. C'est-à-dire que si on est au 2, c'est parce que j'ai fait récup 1. Et récup 1, il est dépendant de quelque chose que vous allez voir aussi avec José, dès le 5e stage, c'est votre moi négatif.
c'est votre saboteur. Le saboteur, il se nourrit de quoi? De peur. Qu'est-ce que font les peurs? Comme l'a dit Mélanie, elles nous figent, elles nous limitent. J'y vais pas à cause de mes peurs. Donc juste avant Récup 1, vous allez travailler votre moi négatif. Pour travailler quoi? Vos peurs. Mais du coup, si je conscientise mes peurs et que j'ai plus peur, qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Je vais plus me retenir. Je vais passer à l'action. Le problème, c'est que avant de passer à l'action, je me suis nourri de ça. Et ça a eu une conséquence physique. Ça a fait sauter le disjoncteur. Quel disjoncteur? C'est notre système lymphatique. Le système lymphatique, c'est quoi? C'est notre moteur de piscine. Vous avez une piscine, vous mettez votre chlore, vous mettez ce que vous voulez pour la rendre belle. Si vous ne mettez pas le moteur en marche, qu'est-ce qui se passe? Il y a la base. Ça va stagner, ça va se figer. Ça, c'est notre système lymphatique qu'on a en nous. Ça permet de drainer, d'éliminer les toxines, les déchets, de renforcer notre système immunitaire. Sauf que, à cause de ça, je me suis disjoncté mon système lymphatique et je suis devenu de la piscine verte, vaseuse. Qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça va engendrer quoi? Quelque chose qui ne bouge pas et qui se fiche? Les maux de ventre, des migraines. Ça va rendre le terrain, comme elle vous a dit Laurie, acide. Tout ce qui va être acide va devenir inflammatoire. Et ce qui va devenir inflammatoire va attaquer les tendinites. Donc des tendinites, des migraines, des maux de tête, des céphalées, des trous ORL. Je suis toujours malade, c'est parce que j'arrive pas à me drainer. Donc notre but, nous, ça sera de montrer justement que cette lymphe, elle ne marche pas. José vous parlera du muscle indicateur. Donc on aura un test pour montrer que la chose, elle ne marche pas. Une fois qu'elle ne marche pas, on ira montrer pourquoi ça ne marche pas. Et après, on aura besoin ou pas, ça on le verra aussi ensemble, de rebrancher cette structure-là, de remettre le disjoncteur en route. Mais des fois, il suffira juste de conscientiser pourquoi le disjoncteur il a sauté, pour que le disjoncteur il se remette en marche. Donc ça sera toujours comme ça qu'il faudra voir nos récupérations physiques. Je ne vais pas vous faire les cartes, je vous parle juste du récup 2. Le récup 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les séquelles. Donc à force de me retenir par mes peurs, je vais mettre en dysfonction, je vais avoir des problématiques glandulaires. Glandulaire, ça va toucher tous les organes glandulaires. Donc on peut faire du diabète, de la prise de poids, on peut faire du foie, de l'hépatite, de la thyroïde, on peut faire quoi d'autre? On peut faire des problématiques liées aux organes reproducteurs, aux hormones sexuelles, de l'endométriose, des fibromes. Tout ça, c'est récup 2, récupération physique 2, que vous verrez aussi en première année. Comment on va pouvoir travailler sur toutes ces problématiques glandulaires et hormonales avec l'étoile à 5 branches? L'étoile à 5 branches, c'est quoi? C'est que, ok, j'ai plus peur, je peux y aller, mais dans quoi? Où je peux aller? Qu'est-ce que je peux vivre au fond de moi? Ça, vous allez le rencontrer très souvent. Vous allez faire du bien aux personnes parce que vous allez attaquer ça. Elles vont être dans le mouvement et là, elles ne savent pas où aller. L'étoile à 5 branches va nous donner nos références internes. Qu'est-ce que je peux vivre au fond de moi si l'autre, dans la relation, me laisse vivre ce que j'ai à vivre? Et dans ce cas-là, je peux être moi, le fœtus. Le problème, c'est que personne ne connaît cette carte d'identité émotionnelle. Cette carte d'identité, elle est faite quoi? Que d'émotions, plutôt ici, que d'émotions. Que ces émotions, à force de les réprimer, donc à force de les réprimer, de les non exprimer, c'est là où ça a refoulé dans
les organes, et c'est là où j'ai commencé à faire des problèmes glandulaires. Donc ça sera dans récupération 2. Chaque récupération aura son thème. Récupération 1, ça sera plus j'arrête de me retenir parce que j'ai travaillé mes peurs, et je peux ne plus me retenir à faire quoi? Point d'interrogation, ça sera l'étoile à 5 branches. Et derrière, on réparera les séquelles physiques. Récup 3, on va voir quoi? On va voir comment centrer la personne sur ce qu'elle veut vivre. Récup 4, ça sera beaucoup plus sur le circulant. Et on ira voir aussi les allergies. Les allergies, on verra que derrière une allergie, il y a une inversion, un conflit d'attitude par rapport à une séparation, par rapport à une perte de territoire. C'est l'autonomie familiale, le cycle dont vous a parlé José. Je pars de chez mes parents pour X raisons, mais j'aurais voulu que maman me retienne. Je vais faire quoi? À ce moment-là, une allergie au lait. Parce que j'aurais voulu, à ce moment-là, que maman me retienne. Ça n'a pas été le cas, et je suis parti quand même. On va fabriquer des allergies comme ça. Ensuite, on verra aussi en deuxième année, donc ça sera la deuxième année. J'en suis à récup 3. Récup 4. On va avoir récup 4, c'est le sang, tout à fait. Tout ce qui est circulant. L'approche crânio-sacrée. Donc là, on ira un peu comme la nymphe. Donc, rebrancher ce disjoncteur pour que ça circule. Et ben, on ira faire la même chose au niveau du crâne. Au niveau du crâne, on ira plus travailler sur le toucher et la sensibilité de la main et sur la métaphore de chaque os. Le frontal, c'est ce que j'arrive pas à planifier. L'occiput, j'arrive pas à prendre du plaisir. Les temporaux, c'est la peur de ne pas correspondre aux attentes. On va apprendre tout ça. Et enfin, le dernier stage qu'on verra ensemble, si vous continuez la formation, ce que je vous souhaite, c'est de réaligner au niveau physique le dos, la personne, pour qu'elle ait l'énergie d'avancer dans ce qu'elle a envie et ce qu'elle a appris pendant ces 2 ans et demi. Merci. Donc voilà, je m'occuperai de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je laisse le mot de fin à José. Et puis, bonne inscription et régalez-vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des éclaircissements? Est-ce qu'on peut s'auto-guérir ou Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut s'auto-guérir après, par exemple, cette formation ou que ce soit un neurotraîneur qui, un peu comme les coachs, on ne peut pas s'auto-guérir? Pendant la formation, ce qu'on conseille, c'est de se faire suivre. C'est-à-dire qu'en fait, chaque formation, chaque stage, il y en a 30, vous recevrez un manuel comme ça, avec, donc il y a plein de manuels, il y en a 30, avec plein de techniques. Et le but, de procédures, de techniques. Le but, c'est qu'on la donne cette technique, qu'on la reçoive. Donc, ça fait 30 week-ends où vous allez travailler sur vous. Donc, c'est pas qu'une formation. Pardon de parler comme ça, c'est une thérapie. Donc, quand tu sors de 30 stages, tu as lâché un maximum de choses. Donc, oui, c'est sûr que quand on démarre, on ne sort pas indemne de ça, hein, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? Alors, ce que vous avez entendu, ça tout à l'heure, je ne savais pas ce qu'il allait dire, donc je ne savais pas où j'allais aller. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va identifier toujours le contexte d'origine de ce que vous demandez. Ce contexte d'origine, il peut être dans l'énergie, ce que vous avez au tableau, il peut être dans le temps et l'espace, ce dont vous a parlé Franck, il peut être dans la génétique, il peut être dans les états profonds, c'est-à-dire ce qui est automatique. Quoi que vous demandiez, on va demander au cerveau de nous dire
où est le début de l'histoire? Quel est le contexte d'origine? Pour pouvoir faire ça, on va interroger le corps. Interroger le corps, c'est qu'en fait, on va se servir de tests musculaires. Un test musculaire qui va nous montrer par un maintien du tonus, peu importe le muscle. Tout ça, c'est relié à des muscles différents. Et si on veut savoir si l'intestin grêle il marche bien, on va tester ce quadriceps. Mais si on veut savoir si l'estomac marche bien, on va tester le grand pectoral. Oui, il y aura 14 muscles à connaître. Le geste à connaître. Et dans la mesure où la personne est capable de maintenir son tonus de ce muscle, ça veut dire quelque part que la personne fonctionne au niveau énergétique sur cet endroit et que quelque part, elle sait bien vivre l'émotion de l'endroit. Si la personne ne sait pas bien vivre l'émotion de l'endroit, comment ça va se montrer? Par l'énergie, je ne sais pas faire. Tu me demandes par rapport à l'appréciation, je ne sais pas faire. Tu me demandes par rapport au fait d'être compris ou pas compris, je ne sais pas faire. Donc, un muscle qui maintient sa position dit « je sais faire ce que tu me demandes ». Un muscle qui ne maintient pas sa position dit « je ne sais pas faire ». Tu peux venir s'il te plaît? En neurotraining, on est couché. Je ne vais pas coucher, juste je vais montrer à cette personne qui découvre que je vais te demander juste de maintenir tes bras dans cette position. D'accord? Moi, je vais appuyer un tout petit peu. Et toi, tu dois être capable de maintenir ta position. Vas-y. Super. Encore. Super. Tu vas penser à quelque chose que tu fais facilement. Je demande, maintiens ta position. Tu sais faire ça. Pense à un truc qui te dérange, quelque chose que tu sais pas faire. Regarde ce que ça donne au niveau de ton corps. Ton corps va me montrer, par cette baisse du tonus, qui ne sait pas faire ce que je demande. Repars sur ce que tu sais faire. Ah, la force que tu as. Repars sur ce que tu ne sais pas faire. Alors, je veux savoir ce que tu ne sais pas faire, où est-ce que tu l'as mis. Tu es d'accord? Pense à ce que tu ne sais pas faire. Voilà. Et je vais demander, au niveau des éléments, où est-ce que tu l'as mis? Dans le feu? Non. Dans la terre? Dans la terre. Dans la rate? Non. Dans le pancréas? Dans le pancréas. Donc le pancréas, c'est l'acceptation. Donc dans ce que tu penses, il y a un truc en rapport avec l'acceptation. Alors on va montrer que le côté gauche du corps est en rapport avec soi-même. Le côté droit du corps est en rapport avec les autres. Moi, les autres. Donc le muscle du pancréas, c'est celui-là. Tu m'empêches d'écarter ton bras. Pense à ce que tu ne sais pas faire, tu m'empêches d'écarter ton bras. Et quelque part, tu ne sais pas faire ça. De l'autre côté, empêche-toi d'écarter ton bras, donc garde le bras collé à la hanche. Ça n'arrive pas. Dans les deux cas, ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que tu vois, le pancréas, son émotion, c'est l'acceptation. Donc il y a un truc que tu acceptes par là-dedans. Et le but de notre travail, ça serait de t'amener à accepter quelque chose, une facette de ça. De manière à ce que ton pancréas, quand tu penses à ce sujet, reste dans sa position. Tu comprends ça? Merci. Alors, tout ce qui est à droite du corps, oui. Tout ce qui est à droite du corps est relié à l'hémisphère gauche, sans être trop technique. L'hémisphère gauche, c'est un hémisphère défense. Donc toute problématique à droite, ça veut dire que je me défends par rapport à l'endroit où j'ai la problématique. Tout ce qui est à gauche, c'est un défi que je n'ose pas relever, parce que c'est l'hémisphère droit. Donc rappelez-vous ça. Hémisphère gauche, défense, hémisphère droit, défi. Si je ne relève pas un défi, je vais le montrer à gauche, dans la tonalité de ce que je ne relève pas comme défi. Tout ce qui est bois, ça va toucher les tendons.
ça va toucher le système moteur. Donc ça veut dire aussi la mise en mouvement. Au départ, il y a l'eau. L'eau, c'est la gestation. Elle peut être polluée, cette gestation, par les peurs. Donc si j'ai peur, je ne me mets pas en mouvement. Tout ce qui est feu, c'est le système circulatoire. Mais c'est aussi l'expansion. Donc tout ce qui grandit, tout ce qui croît, le métastases, tout ce qui est expansion, c'est le feu. Tout ce qui est terre, c'est transformation. Quelqu'un qui a du mal à vivre sa transformation, va le vivre peut-être au niveau de la terre. Cette transformation de passer de enfant à peut-être adulte, il faut faire autre chose après. Donc comme j'ai du mal à me transformer, peut-être que je l'accepte de base, par exemple. Tout ce qui va être métal, le métal il coupe. Donc c'est la séparation. Donc si je vis mal une séparation, je vais avoir tendance à le vivre au niveau du métal. Ce métal, c'est le système immunité, c'est le système cutané, c'est le système respiratoire. On est tout le temps là-dedans. La terre, c'est digestif, il y a l'estomac dedans, il y a les enzymes. Donc c'est tout ce qui va être digestif. J'arrive pas à dégrader un truc que je voudrais dégrader, c'est lui qui va se montrer, c'est au niveau de la terre qui va se montrer. Tout à l'heure, on a parlé des cycles. Les cycles, ça veut dire que si j'ai une problématique d'estomac, ok, j'ai une problématique d'estomac, je vais chercher pourquoi. Mais dans ma tête, je me dis, pourquoi l'autre en face, il a laissé faire? Rappelez-vous, on a parlé du cycle de contrôle. Il y a un cycle d'alimentation, on appelle ça Chen en chinois, et un cycle co de contrôle. Puisque j'ai une problématique là, pourquoi l'autre en face, le yang, il le laisse faire? Donc il va falloir que j'aille voir au niveau de la vésicule biliaire, pourquoi elle laisse faire quelque chose au niveau de l'estomac. Ce qui veut dire que quand on va avoir une problématique, c'est pas juste cette problématique, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire qui fait que l'AVB, elle ne contrôle pas. L'estomac, il est acide, l'estomac est pas plus acide encore que l'estomac. Mais l'AVB, elle est alcaline. Donc en AE2, ils font le yin-yang. Il y a un acide et un alcalin. Et il va y avoir toujours des choses comme ça dans le corps. On a une problématique de cœur. Ça palpite. Ok, ça palpite. Pourquoi le rein il laisse faire? Pourquoi le rein il ne contrôle pas ça? Donc on va, à travers les différents éléments, trouver l'histoire de la personne. Voir pourquoi cette personne, elle somatise. Comme je leur apprends en cours, quand il y a une somatisation, ça veut dire que ça sort du tableau. Puisque ça sort du tableau, puisqu'il y a une somatisation, pourquoi ça ne continue pas sa route? Qu'est-ce qui fait au niveau du gros intestin? Quel est ce barrage qu'il y a là qui fait que l'estomac ne continue pas sa route? Donc bien sûr que pour éliminer cette problématique d'estomac, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe au niveau du gros intestin. Vous me suivez? Mais il faut qu'on sache aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la VB. Elle aurait dû contrôler, lui, il aurait dû laisser passer. Vous devez toujours réagir en énergétique. Toujours, toujours, toujours. Il nous faut de l'énergie pour faire des choses. Et l'énergie, si elle est bloquée, elle va nous empêcher de fonctionner. Et si on ne fonctionne plus, ça va attaquer la structure. La personne est conçue parce qu'elle a un problème de structure. Hein. Elle ne vient pas nous voir, bonjour, je dois changer ma vie. Peut-être. Mais au départ, il lui faut une excuse. Une excuse, c'est une somatisation. Je viens te voir parce que j'ai un problème là. Il ne faut pas y rester au problème. Le problème, c'est juste un message qui te dit qu'elle ne vit pas sa vie comme elle voudrait la vivre. C'est ça qu'il va falloir l'aider à cette personne. Parce que si tu lui gommes ce message, c'est comme le téléphone qui sonne, tu ne le casses pas. Allô, pronto, qui c'est qui appelle? Ben, c'est pareil pour nous. On va décrocher à travers la somatisation pour voir pourquoi tu as eu besoin de cette somatisation. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un besoin masque une peur. Il y aura toujours une peur derrière une somatisation. Alors, qu'on dise peur de perdre, c'est normal qu'on ait peur de perdre ce qu'on aime. C'est légitime. La problématique de la peur, c'est peur d'être plus. Peur de notre lumière. Peur d'être plus puissant que nous le sommes. Ce que disait Mandela, dans son discours d'investiture, il disait ça. Les gens ont peur de leur lumière.
Mais si tu libères ta lumière, qu'est-ce qui va se passer derrière? En fait, une peur, comme disait Mélanie, est orientée futur. Et en fait, une peur, la peur que j'ai, c'est par rapport à ce qui va se passer. Donc finalement, on a peur des conséquences. Et c'est ces conséquences qu'il faut trouver qu'on ne sait pas gérer. Et une fois que tu apprends à la personne à gérer les conséquences, elle n'a plus besoin d'avoir peur. Une honte, c'est passé, mais une peur, c'est futur. Donc les gens vont se retrouver bloqués dans leur futur parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas gérer les conséquences. Nous, ce qu'on va leur apprendre dans le neurotraining, c'est à gérer les conséquences. Gérer les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'éventualité, tu sais faire. Tu sais faire, ça veut dire que je sais faire la chose ou je sais ne pas la faire. Vous me suivez? Une séance de neurotraining ne va pas dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle va lui libérer les deux facettes de faire. Je le fais ou je ne le fais pas. En fait, vous allez libérer le choix à la personne. Vous ne remplacerez jamais la personne. Une personne qui me dit je vais voir mon neurotrainer pour voir si je dois acheter la maison, mais ça va pas, non? Tu vas faire une séance pour enlever ton stress d'acheter la maison. Après, c'est ton choix. Tu as envie d'acheter la maison, va acheter la maison. Mais du coup, on va libérer le possible choix de cette personne. Mais c'est son choix. On est une personne, ses patients vont toujours l'avoir pour savoir ce qu'il faut faire. Non. On ne va pas l'avoir pour savoir ce qu'il faut faire. On va l'avoir pour libérer le faire. Vous me suivez la différence, hein? Il ne faut surtout pas qu'un thérapeute, quel qu'il soit, vous prenne le pouvoir et vous dise ce qu'il faut faire. C'est trop fréquent, ça, on le retrouve de partout. Il doit vous rendre possible votre choix, c'est tout ce qui est son job. Il doit vous faciliter votre choix. Après, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Des questions ou pas? Oui. Donc, si on arrive au bout du chemin et qu'on s'installe, Oui. d'abord, est-ce que vous aider à... Oui, ça se fait tout seul surtout. Alors, en fait, on s'appelle comment? Non, très bien. Et on peut s'appeler autre chose? Appelle ce que tu veux. Tu t'appelles ce que tu veux. Moi je dis ça, moi je dis je m'appelle faire du bien à l'autre. Oui, t'appelles ce que tu veux. Ça, vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a des bannières de neurotraining, donc autant qu'on soit des milliers de neurotrainers, comme ça c'est pas peu connu. Moi quand j'ai commencé comme ostéo, on était persona non grata. Hein. Moi quand je faisais mes études en ostéo à Lyon, il y a le gendarmerie qui arrivait, prenait nos plaques en photo et puis on était condamnés au franc symbolique. Donc jusqu'à qu'ils s'aperçoivent que condamné au franc symbolique, ça nous faisait de la publicité. Parce que figurez-vous que les gens, quand vous êtes dans le journal, ils ne regardent pas ce qui est marqué dans le truc. Ils disent, vous avez vu dans le journal, dessus c'est marqué que tu es un mécréant, que tu es... Mais ils s'en fichent de ça. Donc après, quand ils se sont aperçus que ça nous faisait plus de pub qu'autre chose, qu'on n'a pas le droit de faire de la pub, ils ont arrêté de le faire. Donc plus on sera nombreux, mieux ça sera. Donc après, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ça se fait tout seul, parce que dès le premier stage, tu vas apprendre à faire des choses. Et tu vas avoir envie de les faire, ça. Donc tu vas le faire à tes amis, tu vas le faire à ta famille. Donc tu dis, oh, ça m'a fait du bien ce que tu as fait. Et ainsi de suite. Et chaque stage, il y en a 30, chaque stage, tu vas apprendre à être plus fort au niveau mental, plus fort au niveau physique, plus fort au niveau émotionnel, plus fort au niveau méridien. Rappelez-vous que les méridiens, c'est les canaux d'énergie qui, en fait, réunissent tout le monde. Donc les méridiens, ça sera des témoins. Parce que vous allez trouver quelque chose au niveau des méridiens. Oui, l'acupuncteur va planter des aiguilles. Mais quelque part, quand vous trouvez quelque chose au niveau des méridiens, c'est que là, ou là, ça a sauté. Ou là, ça a sauté. Ou alors au niveau état profond, ou alors au niveau génétique. Les méridiens sont des canaux de communication. Ils font communiquer. Donc il faut s'en servir de témoin, réparer le contexte principal qui a sauté chez la vie de la personne, et vous le retrouvez plus au niveau des méridiens. Donc ça sera ça le but. Dans le neurotraining, on va se servir des fascias. Les fascias, c'est tout ce qui est mou dans notre corps. Les aponeuroses, les glandes, les muscles, les tendons, tout ce qui est mou. On met sur ce mou notre vécu émotionnel. Si ce vécu est bien vécu, le mou reste mou.
Si la personne se rétracte à un endroit de son corps, c'est que quelque part c'est mal vécu. Cet émotionnel est mal vécu. La pièce maîtresse du corps, Laurent va beaucoup travailler dessus, c'est la première cervicale. La première cervicale, c'est la patronne. Si la patronne n'est pas plus importante qu'elle, elle vous dit qu'est-ce qui va se passer et qui va corriger le corps. En fait, cette première cervicale, elle relie le cerveau et le corps. Donc si elle est bloquée, par exemple à droite, le cerveau qui voudrait donner des ordres au foie, il n'y arrive pas. Le foie qui voudrait appeler à l'aide le cerveau, ça passe pas, parce que quelque part il y a un barrage là. Et notre travail, dans une séance de neurotraining, c'est de vérifier au départ contre qui tu te défends, contre toi, contre les autres, de faire la séance, et à la fin de la séance, de voir que c'est libéré. Si c'est libéré à droite et à gauche, tu as un bon relationnel à toi, tu as un bon relationnel aux autres. Et notre boulot, c'est de libérer la première cervicale, c'est la patronne, il n'y a pas plus important qu'elle. Donc oui, on va interroger le corps, on va faire des tests au niveau des fascias pour voir où est-ce que ça s'est resserré. On va faire des tests au niveau de la première cervicale pour voir de quel côté tu te défends, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. On va demander au niveau du test si on sait faire les choses, si on ne sait pas faire les choses. On va interroger le corps. Pourquoi ? Parce qu'on va interroger le subconscient. On va interroger les 84%. Parce que consciemment, la personne, elle sait les choses. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est où elle l'a mis dans son corps, où elle l'a mis dans son conscient. Et donc, chaque fois que vous viendrez avec une problématique, cette problématique, elle est subconsciente. Il faut qu'on l'interroge pour voir comment elle est cette problématique. Pourquoi elle est là ? À quoi ça vous sert ? Comment elle est faite, cette problématique ? Si vous savez comment elle est faite, vous saurez comment la défaire. Pourquoi elle est faite ? Parce que. Pourquoi la lumière existe ? Parce que la nuit existe. S'il n'y avait pas la nuit, on n'aurait pas créé la lumière. Donc à chaque fois, il y a un sens des choses. Pourquoi j'ai cette problématique ? Parce que ça excuse ma non-performance A. Il faut trouver ce que c'est. Laurent, vous parlez de ça, vous parlez du quadriceps, c'est la pubalgie aussi. La pubalgie de ce footballeur qui rate le penalty. Aïe, c'est à cause de ma pubalgie que j'ai raté. Non, tu as raté, et parce que tu as raté, tu as une pubalgie qui veut dire pas performant. Donc on va apprendre le corps on va l'apprendre dans ce stage-là. Les messages inconscients, on va apprendre en fait toutes les parties du corps à qu'est-ce qu'elle veut dire. Et vous voyez que chaque partie du corps, il y a des numéros. Par exemple, le genou, il y a 21 numéros. Je vais te voir ce que j'ai dans le genou. Moi, j'en sais rien ce que tu as. Je vais tester de 1 à 21. Et de 1 à 21, il va me dire exactement ce que tu as. Donc, je vais conscientiser le contexte d'origine de ta problématique au genou. En sachant que ce genou, il y a des méridiens qui passent par là. Les méridiens yin, les méridiens yang, ils ont chacun un secteur. En fonction de là où tu vas me dire le genou où tu as mal, je vais aller tester le méridien qui passe par là. Et en testant le méridien qui passe par là, ça va me donner l'émotion que tu as mal vécue. Et tu n'auras plus besoin d'avoir mal au genou. Oui. On teste avec les mains au toucher ou avec un appareil ? Comme on l'a fait tout à l'heure, on teste aux différents muscles. On teste savoir si elle tient ou elle ne tient pas par rapport à ça. Et en fonction de là où tu vas localiser ta problématique, si c'est là, c'est le foie, là c'est la rate pancréas, là c'est le rein, en fonction, donc rate pancréas, foie, rein. Tu me dis j'ai mal là, c'est rate pancréas. Tu me dis j'ai mal là, c'est foie. Tu me dis j'ai mal là, c'est rein. Déjà je sais où tu es. Et en fonction de ça, je vais tester au niveau des méridiens pour voir quoi te raconter. L'idée c'est de dire exactement l'histoire à la personne. Et quand tu conscientises, tu n'as plus besoin de la problématique. Ça va, c'est clair pour vous tout ça ? On va lire le corps, on fait une lecture du corps. Et cette lecture du corps va nous raconter l'histoire mal vécue de la personne. Et cette histoire mal vécue, eh bien, on va aller voir comment la libérer. En sachant que nous sommes des animaux expressifs. Ça veut dire que nous ressentons tous des émotions et que nous devrions libérer. Et le problématique numéro 1, c'est qu'on va refouler l'expression de nos émotions. Dans toute problématique, il faut trouver ça. Il faut trouver les peurs.
Il faut trouver cette inversion d'attitude qui fait que tu aurais dû faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Il faut trouver cette notion de non-choix. Et comme quelque part tu ne l'as pas fait, c'est rester dans l'immatériel, il faut trouver la notion de projection. Il y aura toujours ces 5 valeurs dans n'importe quelle problématique. Facile, qu'est-ce qu'on fait nous? On teste les 5. Et celle qui répond, on débranche, comme ça tu n'as plus besoin de cette problématique. Ça va, c'est clair pour vous? Il y a des questions ou pas? Ouais. On peut passer combien de temps sur un patient en une séance? 1 heure? Maximum 1 heure. C'est long 1 heure, c'est maximum. C'est long. Alors au début, quand tu démarres, tu mets 1 heure, 1 heure et demie parce que tu cherches un peu tes affaires. Quand tu vas vite, tu mets 1 demi-heure. Donc ça dépend voilà, de ta pratique, quelque part. Mais l'idée, si tu veux, c'est de trouver tout de suite le contexte d'origine. Tout de suite. Une fois que tu as le contexte, après tu fais une technique, c'est fini. En fait, la technique, c'est 5% de la séance. L'idée, c'est d'entendre la personne, ce qu'elle a à te dire, de comprendre où elle est par rapport à ce qu'elle a à te dire. Donc en fonction de ce qu'elle a mal vécu, tu sais où elle est. Si c'est, encore une fois, on a des émotions particulières, la personne qui te parle de colère, tu vas dans le foie. Elle te parle d'hypersensibilité, de juste, pas juste, tu vas dans la bébé. En fonction de ce qu'elle te dit, il faut écouter la personne. En fonction de ce qu'elle te dit, tu sais où elle est. Elle te parle d'amour, d'unité, de sécurité, tu vas dans le cœur. En fonction de ce qu'elle te dit, tu sais où tu vas aller. En sachant que la plupart du temps, la problématique de la personne, c'est peur d'être elle. Ok, si tu étais toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu vivrais? Et cette conséquence, elle ne sait pas le gérer. Donc tu vas l'aider à faire ça. On va se réfugier dans 2 choses majeures. Tous symptômes. Nos peurs, nos habitudes. Ça, c'est vraiment le lit du symptôme ici. En sachant que les peurs et les habitudes sont héritées. Et que les croyances sont conscientes. Donc du moment que tu me parles de peur, tu me parles de rein. Mais tu me parles de rein, tu me parles des ancêtres. Déjà, je suis déjà chez eux. Les habitudes, on a pris des habitudes pour survivre. Et les habitudes, elles sont héritées. Donc on va aller chercher. Pourquoi on a mis des habitudes? Pour ne pas ressentir. Donc on va aller chercher ces habitudes. Les croyances, je veux dire, c'est assez simple à corriger les croyances, c'est conscient. C'est cela qu'il faut trouver. Et sur toute problématique, tu as cette partie-là à faire émerger. C'est ça le plus intéressant d'ailleurs. Rappelez-vous que toute problématique a un sens, a un but, elle nous sert. Et tant que tu gardes cette problématique, c'est qu'elle te sert. Si tu la veux plus, il faut que tu trouves à quoi elle te sert. Et que tu travailles ce pourquoi elle te servait. Une fois que tu n'as plus besoin d'elle, cette problématique, tu laisses partir. Tant que tu la gardes, 2 choses. Elle te sert et tu n'as pas trouvé le bon contexte d'origine. Rappelez-vous ça. Tant que je garde cette problématique, il me sert à quoi? Et je n'ai pas trouvé le contexte d'origine, c'est-à-dire le moment où je l'ai mis en place. Vous savez, la boîte de haricots, là, il y a de la tension dans la nuit. Qu'est-ce qui est devenu les haricots? Si, c'est Roland McDan. La boîte de haricots, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'allais bien, je vais plus bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est ce truc-là que j'ai mal vécu, que j'ai mal géré. C'est ça qu'il faut retrouver. Ça va? Ouais, c'est long pour vous. Donc on va boire le pot de l'amitié. Merci d'être venus à tous. Pour ceux qui veulent la formation, c'est Marie-Hélène qui va s'en occuper. Merci Marie-Hélène. Alors, en dehors de la formation, je vous conseille